Pour le tout premier épisode de notre podcast à fleur de nez, produit par la Maison Fragonard, je suis très heureuse de recevoir une personne qui conjugue à elle seule tout ce qu'on aime. Elle est femme, tout un symbole pour une parfumerie dirigée par 3 sœurs. Elle est parfumeur, une quintessence évidente pour un podcast autour du parfum. Et elle est toujours formidablement joyeuse et pleine de vie, juste ce qu'il nous faut en ces temps troublés. Je suis heureuse d'accueillir Karine Dubreuil. Bonjour Karine. Bonjour Charlotte. Je suis très heureuse moi aussi d'abord d'être la première à collaborer pour ce podcast. Je n'ai jamais fait de podcast. C'est chouette, je trouve ça très bien. Du nez, on passe à l'audio. C'est pas mal aussi, le son. Le son, tu connais bien d'ailleurs, puisque tu me disais que tu revenais d'un cours de chant. Oui, je dis souvent que j'aurais dû épouser un otorino parce que j'utilise mon nez tous les jours. Mais ma deuxième passion, c'est le chant. Et en fait, je voulais chanter comme Barbra Streisand. Et j'ai cherché un professeur pendant des années. Je faisais du piano quand j'étais gamine, un peu tout d'oreille, et je chantonnais sur le piano. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai cherché un prof de chant. Et je suis tombée sur une femme un peu excentrique, comme on les imagine. Et je lui ai dit, je voudrais chanter comme Barbra Streisand. Et elle me dit, je ne te connais pas, je ne sais pas qui c'est. Donc je me suis retrouvée un peu coincée dans une espèce de petit studio capitonné rue de Rennes, je me souviens. Et elle me dit, moi je ne chante que du lyrique. Je crois que je n'avais jamais entendu de lyrique de ma vie. Quand je suis arrivée, j'avais 24 ans, 25 ans à Paris. On écoutait du classique, mais je faisais beaucoup de danse classique à Cannes, puisque j'ai grandi à Grasse. Et elle s'est mise à me planter une note comme ça. Et j'avais la chair de poule. Je dis, c'est formidable. Je veux faire pareil. Et depuis, tu vois que j'ai 24 ou 25 ans, je chante, je prends des cours de chant. J'ai changé de prof, j'ai cherché. Et j'ai passé cette passion à ma fille qui étudie le chant à Parme. Pour revenir à la parfumerie, j'avais imaginé, Karine, pour ce premier épisode, de décomposer notre petite entrevue, toutes les deux, selon la pyramide olfactive que tu connais bien. C'est ton élément. Et on commencerait par les notes de tête. Alors, les notes de tête, c'est Karine, qui es-tu? Et pourrais-tu nous donner un peu des éléments sur où tu es née, comment tu as grandi et comment tu es devenue parfumeur? Je suis née à Grasse, pas du tout d'une famille de parfumeurs, ce qui était un peu étonnant d'ailleurs, parce que ma mère voulait qu'on fasse tous un job bien carré, bien rassurant. Et alors ma pauvre mère, qui a fait beaucoup de piano et qui du coup avait pris le contre-pied du côté artistique, puisqu'elle trouvait que c'était pas du tout rassurant d'avoir un travail artistique. Et ma sœur aînée voulait devenir danseuse étoile, et on est 3 filles. Donc ma mère était assez désespérée, et elle nous a toutes mises à la danse, parce que c'était un peu plus facile quand même de gérer 3 filles. Donc toutes les 3, on était à la danse. Et moi, j'avais pas tout à fait le physique pour faire de la danse. J'étais un peu trop enveloppée. J'adore manger d'ailleurs. Mais j'ai dû faire de la danse pendant des années, ce qui m'a apporté finalement une discipline d'enfer, une rigueur qui m'accompagne dans ma vie. Et j'en avais besoin parce que j'étais une enfant très rêveuse, je bossais moyennement à l'école, tu vois, je me laissais porter par le courant. J'étais très tranquillette, très dans mon monde. J'aimais beaucoup rire, comme j'aime toujours d'ailleurs. Et donc, j'écoutais pas toujours en classe. Et en fait, dans la danse, j'ai pris ce qui me plaisait, c'était tout le côté artistique et la musique. J'étais très portée par la musique. Et du coup, j'ai commencé à apprendre le piano par les danseuses qui étaient pensionnaires. Ma sœur était pensionnaire aussi. Et j'ai commencé à pianoter dans des salles. Elles apprenaient tout, les danseuses. Elles faisaient de l'histoire de l'art, elles faisaient de la musique et notamment du piano en général. Et donc, avec des danseuses plus âgées que moi, j'ai appris le piano. Et un jour, je suis revenue à la maison et j'ai commencé à pianoter. Ma mère m'a dit, mais elle m'avait acheté un petit orgue, tu sais, les orgues électriques à Noël. Et elle m'a dit, mais où est-ce que tu as appris le clair de lune de Beethoven, tu vois? Donc, j'ai dit, moi j'apprends, le mercredi après-midi, j'apprends, mais
Donc, elle a acheté un piano. Elle a essayé de me mettre au piano avec la discipline qu'elle avait subie, elle. Donc, j'ai fait un blocage et j'ai continué à pianoter toute seule. Et après, c'est comme ça que je suis venue au chant. Mais, du coup, j'étais certainement la plus rêveuse de toutes. Et parmi les amis de ma mère, il y avait la marraine de ma petite sœur qui était parfumeur, qui venait à la maison souvent, déjeuner, dîner, et qui m'apportait tous les parfums du marché, parce qu'elle était en plus dans la société qui créait les plus belles créations du marché. Et moi, je mémorisais tout, mais sans faire attention, tu vois, c'était naturel pour moi. Je connaissais tous les parfums du marché. Et ma mère, ça l'avait titillée. Je me souviens, elle m'avait dit, tu devrais quand même regarder, c'est quand même un joli métier. Et donc, du coup, j'ai appris beaucoup, très très vite, les odeurs. Et elle m'a amenée au labo. Là, tu es à quel âge? Une dizaine d'années, tu vois. Ah oui, très jeune. Mais avant, déjà, je pense que la chance à Grasse, c'est d'avoir des jardins, de grandir dans des maisons, d'être dans des jardins. Tu sors de l'école, tu es dans le jardin, tu es au contact des plantes tout le temps. Donc cette nature méditerranéenne, c'est une explosion d'odeurs et de parfums toute l'année. Et comme j'adorais jouer dans le jardin, je faisais quand même pas très souvent mes devoirs. Du coup, j'ai cette mémoire olfactive de mon enfance. Et notamment, je raconte souvent que ça vient aussi beaucoup de mes grands-parents. J'avais 2 grands-mères très différentes. Du côté de ma mère, ma grand-mère maternelle, qui était française et qui avait un jardin, mais franchement, c'est un exemple de jardin méditerranéen. Il y avait des citrus. Tu avais des oranges, des citronniers, des orangers, des citronniers, mais tu avais l'hiver, tu avais des violettes, tu avais des jonquilles, des narcisses, il y avait des mimosas extraordinaires. En février, on avait ces arbres, on aurait dit qu'il y avait le feu, tu vois, c'était flamboyant. On cassait des branches, je me souviens, on mettait dans des vases. Elle disait toujours il faut mettre un cachet d'aspirine pour que le mimosa ne sèche pas, ne meure pas. Je me souviens qu'il y avait des rosiers, mais il y avait des arbres fruitiers. On se faisait des parties de cerisiers incroyables. On montait sur les escabeaux, on mangeait les cerisiers. Donc, en fait, j'ai toujours baigné là-dedans. Et de l'autre côté, j'avais ma grand-mère d'origine italienne, qui, elle, était beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus maniaque dans son jardin, parce que c'était mon grand-père, ils voyageaient beaucoup, tous les deux. Et ils ramenaient des plantes un peu de partout. Et là, j'ai senti des notes, par exemple du lantana, qui est une note, qui est une toute petite fleur, mais qui sent le cassis. Mais elle avait des espèces de petites goyaves. Donc, elle avait des fruits et donc des fleurs plus exotiques. Et je me souviens aussi, elle avait des jasmins d'Italie qui grimpaient sous ma fenêtre. Et je me souviens, gamine, franchement, c'est des souvenirs, tu vois, très, très forts. Mais chez elle, il y avait aussi toute l'odeur d'Italie. Mon grand-père qui coupait du jambon, et le café le matin très tôt, tu vois. Et tout ça, ça m'a construite olfactivement. Je pense qu'il faut avoir une nature pour devenir parfumeur comme pour devenir artiste dans tout. Parce que souvent, on me dit, c'est un don. Je ne crois pas que ce soit un don. Je pense que c'est beaucoup de travail, mais tu as une prédisposition, en fait. Tu as une sensibilité exacerbée. Et une envie aussi. Tu décris ce jardin, mais tu décris aussi ces odeurs qui te parlaient déjà à l'époque, même enfant. Oui, les odeurs qui te parlent, mais après, j'aurais pu ne pas avoir envie de devenir parfumeur. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une récréation. Quand j'ai fait l'école de parfumerie, c'est vraiment cool comme métier, tu vois. C'était... Parce que d'abord, quand on m'a amené la classification, tu sais, les matières premières sont rangées par famille d'odeurs. Bon, bah déjà, moi, le tableau des odeurs naturelles, je connaissais tout. À part quelques exceptions, c'était un jeu d'enfant. C'est juste sur les parfums, sur les molécules de synthèse où j'ai dû apprendre, tu vois, à sentir différemment, à vraiment acquérir une acuité olfactive. Mais c'est vrai que c'est une seconde nature, en fait. Pour illustrer les notes de tête, j'avais pris dans le jasmin, ce qui est un des premiers parfums, si je ne me trompe, que tu as créé pour la Maison Fragonard. Alors, c'est un exercice de style, hein, puisqu'on est à l'audio et c'est un podcast, mais est-ce que tu pourrais essayer de nous le décrire ?
Le jasmin est souvent la manière dont je traite les fleurs, c'est justement avec cette espèce de patrimoine et ces souvenirs, tu vois. J'ai toujours trouvé émouvant de me promener dans la nature, c'est très reposant aussi. Mais quand j'ai commencé la parfumerie, je trouvais que les matières premières ne représentaient pas forcément ce que tu sentais dans la nature. Donc un absolu de jasmin, c'est une concentration de ces fleurs. Et j'étais un peu déçue, tu vois. Donc j'ai une espèce de quête toujours dans mon écriture de retrouver les émotions olfactives ou les sensations que j'ai avec une fleur vivante et en me promenant dans la nature. Donc là, quand tu te promènes dans la nature, tu as plein d'odeurs autour de la fleur. Tu as le côté végétal, le côté un peu plus vert. Tu peux avoir un côté un peu légèrement aqueux, comme une rosée du matin. Tu as l'air aussi, ce côté aérien. Et en fait, le jasmin, j'avais les souvenirs donc, de chez ma grand-mère, le jasmin italien qui est un jasmin un petit peu plus fruité. Mais je me souviens, quand j'étais gamine, il n'y avait pas l'air conditionné dans les voitures. Donc on ouvrait, quand on rentrait souvent de la danse, parce que ma mère faisait le trajet entre Grasse et Cannes, il n'y avait pas l'autoroute. Et on passait à côté de champs. Et là, tu vois, quand le jour commençait à tomber, il faisait plus frais. On ouvrait les fenêtres parce qu'il faisait quand même chaud. On n'avait pas d'air conditionné. Du coup, on avait cette espèce de... Quand on passait près des champs de jasmin, on avait cette espèce de vent parfumé qui rentrait dans la voiture, ces effluves à la fois fraîches, pétales, mais très, très, très envoûtantes, enveloppantes, parce que le jasmin, c'est une fleur blanche qui contient des molécules dites dans notre jargon animal. Donc, c'est puissant. Et d'ailleurs, quand la fleur est cueillie, il faut l'extraire tout de suite pour éviter que toutes ces notes animales se développent, tu vois, par l'oxydation. Donc, elles sont ramassées et toc, on les jette tout de suite, on les prend dans les paniers pour pas qu'elles soient trop tassées. Et tout de suite, on les jette dans l'extracteur et on fait une extraction. Et donc là, tu te rends compte, j'avais cette sensation, ce souvenir olfactif. Et c'est ce que j'ai voulu pour le jasmin de Fragonard, parce qu'on a senti tellement de jasmin galvaudé, tu vois, des jasmins un peu cheap, pour des petites boutiques, ou pour... quand on est dans le sud, on sent... on est la capitale du parfum, donc on a tous les ans, on a la fête du jasmin. On est aspergé dans la rue par le camion à pompiers, avec une espèce de jasmin à 3 balles, tu vois. Et alors ça, ce souvenir-là de reconstitution d'odeur de jasmin très, très, très cheap, ça m'a un peu traumatisée. Et donc, j'ai toujours une quête d'en faire, de lui redonner un peu ses lettres de noblesse à ce jasmin. Qu'on appelle d'ailleurs à Grasse la fleur, tout simplement. J'ai trouvé ça très beau quand j'ai découvert ça en allant à Grasse. Les producteurs et les parfumeurs l'appellent la fleur. C'est très beau. Donc ça, c'était un peu nos notes de tête, notre rencontre, parce que moi, j'ai le souvenir, en tous les cas, que ce jasmin, aujourd'hui, c'est un jasmin que j'associe à toi, Karine, parce que c'est le premier parfum qu'on a fait ensemble, et c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié cette rencontre. Et je te propose qu'on aille un peu plus en profondeur, donc dans le cœur de ton métier, dans les notes de cœur de notre parfum d'aujourd'hui, et que tu nous décrives un peu plus ton travail de parfumeur, tes inspirations, comment tu travailles, comment se passe la journée type de Karine Dubreuil, parfumeur. Alors, elle commence tôt, parce que tu le sais, j'ai monté ma société donc, de création. Et quand on est entrepreneur, on a beaucoup de travail, parce qu'on ne fait pas que des parfums, pour le coup, tu vois. Et souvent, le matin, je sens, parce qu'on a le nez bien frais. Donc, je sens mes essais. J'ai souvent laissé des mouillettes en évaporation pendant la nuit pour voir ce qui reste en notes de fond. Tu me parles des notes de cœur, mais après quelques heures, ce sont plutôt les notes de fond. Alors, première chose, je me prends un bon thé, du thé. Je lis mes mails, je débarrasse un peu le bazar. Je sens mes mouillettes et la maison est tranquille. Souvent, le reste de la famille dort. Et ensuite, le travail de parfumeur, c'est d'écrire des formules, de répondre à des projets. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent, on a un projet, on veut lancer... je vais te dire des choses un peu au hasard. On va lancer une prochaine eau de parfum pour femmes. Là, maintenant, ça serait plutôt pour 2023.
Enfin, ça dépend toujours des projets et des clients. Il y en a qui sont un petit peu moins longs quand même. On me donne un projet, un brief, descriptif. On m'explique ce qu'on a envie d'avoir, à qui ça s'adresse. Souvent, les marques me parlent de leur force au niveau territorial, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vendent bien, où est-ce qu'ils sont populaires. Donc ça, c'est très important dans le traitement d'une création. Il faut bien réfléchir là où tu vas être vendu. Souvent, un parfum est rarement un succès international. C'est-à-dire que derrière, il faut avoir une grosse entreprise qui va mettre tout ce qu'il faut, toute la force pour que ce soit soutenu partout dans le monde. Donc, il va y avoir une grosse force internationale. Donc, souvent, c'est les gros groupes, tu vois. Et malgré ça, tu t'aperçois, ils savent que dans leur portefeuille, il y a des parfums qui vont être meilleurs, qui vont mieux marcher en Asie, d'autres mieux marcher en Russie, d'autres mieux marcher en Europe ou aux États-Unis. Donc souvent, d'ailleurs, quand on lance un parfum, on va travailler pour, par exemple, l'Europe, et derrière, on va faire tout de suite presque un dérivé plus léger, par exemple, pour l'Asie. Donc on aura le même nom, mais on aura, par exemple, eau de parfum pour l'Europe, et les États-Unis, et puis eau de toilette pour l'Asie, parce qu'on aura allégé, pour un féminin, tu vois, on aura fait un floral plus transparent, plus facile d'accès, parce que les Asiatiques préfèrent les notes un peu plus fraîches. Donc, quand je reçois un projet, je réfléchis beaucoup. Franchement, avant de jeter mes premières idées, pas sur une feuille, parce que maintenant on travaille par informatique, donc on envoie nos formules, ce qui est quand même super pratique. Je mets au moins, tu vois, une semaine et demie à bien digérer tout ce qu'on m'a donné comme information. Et j'envoie ensuite des essais à mon assistant. L'informatique nous aide beaucoup, puisque je tape mes formules et j'envoie sur le robot directement. Tu vois, le robot nous pèse nos formules. À peu près à 70%, le robot va peser. Mon assistant va compléter. Il me fait une petite solution, une fois que le concentré est pur et pesé, il me fait une petite solution en alcool. Et bon, en ce moment, avec le Covid, je passe peu au labo, mais je vais récupérer mes essais. Et le soir, je ressens, ou l'après-midi, je ressens tous les essais que j'ai faits. Je m'autocritique et je relance des essais jusqu'à ce que je sois contente, enfin satisfaite de moi-même, autosatisfaction. Et je présente à mes clients. Et à partir de là, mon client va me donner aussi son ressenti, soit éliminer certaines notes, soit en garder et retravailler, jusqu'à ce qu'on atteigne, donc on refait des essais, jusqu'à ce qu'on atteigne la note qui nous plaît. Ça peut durer longtemps, ces allers-retours? Tu as des anecdotes à nous raconter, à partager? Ça peut durer longtemps, oui. Souvent, je dis que c'est un marathon. Il faut une grosse force psychologique, parce que, en fait, c'est un métier où on te parle rarement de ce que tu fais de bien, mais on te critique, puisqu'on te dit, voilà, c'est un peu trop comme ci, un peu trop comme ça. Donc, en fait, il faut arriver, et ça, c'est très difficile, à s'extraire du côté personnel. Parce que c'est vrai que quand on fait une création, c'est un peu nos tripes. On le fait aussi parce qu'on l'aime. Même si je travaille sur, par exemple, on me demande certains accords que j'aime pas forcément, que je porterai pas, j'essaye toujours d'y mettre un peu de moi. Automatiquement, même inconsciemment, je pense que j'embellis la note avec mes goûts. Et donc, automatiquement, quand on est critiqué, on le prend un peu personnellement. Donc, il faut sortir de ça, parce que c'est un métier de subjectivité. On n'a pas tous, comme je t'expliquais, mon patrimoine olfactif n'est pas le tien, et le tien n'est pas le mien. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je dis souvent, il faut bien étudier les territoires où les parfums vont être vendus, parce que si tu vas, par exemple, tu vas passer quelques mois aux États-Unis, tu sens l'intérieur des gens, de leur maison, ça sent pas comme chez nous, parce que leur lessive ne sent pas comme chez nous, leurs médicaments ne sentent pas leur dentifrice. Tu vois, aux États-Unis, moi je trouve que tout sent un peu le médicament quand je vais dans un intérieur. Et donc, pour eux, c'est un truc commun, alors que pour nous, c'est presque un peu dérangeant. Par exemple, les Asiatiques, ils trouvent qu'on ne sent pas très bon, qu'on sent fort. Donc, on est construit avec ce patrimoine-là, ce qui fait que moi, je vais formuler avec mes envies et mes goûts, mais
la réception, les gens que j'ai en face, je ne sais jamais ce qu'ils vont me dire. Alors, quand on travaille régulièrement avec un client, on sait ce que le client aime petit à petit, tu vois, et on s'adapte. Et on sait aussi ce qui va marcher chez ce client-là. Et nous, on s'adapte. Mais au tout départ, on a le trac, en fait. C'est un peu comme si on parlait des langues différentes, finalement. C'est des langues d'odeur. Quand tu parles de territoire, en fait, c'est des territoires d'odeur, mais des territoires culturels qui font que un parfumeur grassois ne parle pas la même langue qu'un parfumeur new-yorkais. Absolument, en fait. Bon, heureusement, il y a beaucoup de Français qui... En fait, il y a beaucoup de grassois un peu partout. De grassois, de parfumeurs, en fait, la plupart des parfumeurs sont français. Donc, mais c'est vrai que on a un langage comment Jean-Carl avait mis au point cette fameuse méthode d'olfaction parce qu'à l'époque c'était très empirique. On n'a pas de vocabulaire de parfum tout simplement parce que on ne parle jamais d'olfaction dans le monde de tous les jours. Ça n'est pas éduqué, c'est un sens, souvent c'est un sens réprimé, puisque on met pas son nez dans son assiette parce que c'est pas correct. Nous, en revanche, on a toujours le nez à l'affût des odeurs, et du coup, pour arriver à se comprendre, Jean-Carl avait mis au point cette classification des odeurs qui classe les différentes matières premières par famille d'odeurs, ce qui nous permet de nous comprendre entre parfumeurs. Cependant, nos clients ne sont pas éduqués, souvent. Ils n'ont pas reçu cette formation-là, ce qui est normal. Et du coup, on est obligé de partager, de sentir avec eux pour comprendre, parce que de temps en temps, on a des réflexions du style, bon, c'est trop citronné, mais on n'a pas de citron, tu vois, donc on va essayer de comprendre ce qui leur rappelle le côté citronné. Donc c'est souvent avec un bon échange. Souvent, je dis que moi, je suis meilleure quand j'échange avec mes clients, parce que quand je les ai en face, parce que ça me permet d'aller chercher pourquoi ils me disent ça, et ça me permet de mieux corriger et de mieux comprendre. Alors pour les notes de cœur, j'avais choisi un autre parfum que tu as composé qui s'appelle Beau de Provence. Et ça tombe bien parce que tu me parles beaucoup de ce territoire olfactif de ton enfance, la Provence. Comment le décrirais-tu, ce parfum ? En fait, le Beau de Provence, j'avais envie que ce soit une explosion de parfums de Méditerranée. Et souvent, on a beaucoup de notes figue qu'on sent un peu partout sur le marché. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on traite souvent la note figue par le côté vert, un petit peu dur, que je trouve pas être la note la plus flatteuse du figuier. Chez mes parents, enfin chez ma mère maintenant, il y a des figuiers, et pour moi, ce qui embaume dans la figue, c'est le côté lacté, tu vois. Ça sent le lait de figue, moi, j'adore, je trouve que c'est chaud, et souvent d'ailleurs les figues sont bonnes, on les ramasse à la fin de la journée, elles sont encore chaudes, et j'aime cette odeur, c'est rassurant, tu vois. Alors que les figues sur le marché, je trouve qu'elles ne sont pas rassurantes, elles sont souvent crissantes, vertes et dures, tu vois. Et j'ai rafraîchi cette note par plein d'agrumes. J'adore travailler les notes agrumes, qui sont des matières premières qui viennent encore d'Europe, qui viennent de Sicile pour la plupart. Donc que ce soit le citron, la mandarine, la bergamote qui vient de Calabre. J'ai toujours adoré travailler les notes fraîches, j'en portais quand j'étais gamine, et je trouve que c'est toujours ce qu'on appelle des notes de tête, c'est toujours des notes de bienvenue pour moi. C'est une explosion sympathique et souriante. Donc voilà, c'est cette espèce d'accord presque frais, chaud, un peu comme une fin de journée où tu as eu très très chaud dans le sud, et que tu es content de voir arriver, que le soleil se couche. Alors pour terminer notre pyramide olfactive, on a les notes de fond. C'est des notes que j'avais envie d'associer à notre intimité, nos souvenirs. Et toi, Karine, en tant que parfumeur, quel rapport as-tu avec l'olfaction dans ton intimité quotidienne ? Est-ce qu'il y a des odeurs qui t'inspirent ou au contraire que tu ne supportes pas ? J'avais envie de savoir un peu comment on vit au quotidien lorsqu'on est parfumeur. J'imagine que ton nez, qui est ton instrument de travail,
il est toujours en activité, même en dehors des heures de travail. Il te laisse aucun répit, aucune pause. Est-ce que cette interférence permanente est compliquée? Comment tu la gères? C'est vrai qu'on est tout le temps en alerte, en fait, tu vois. Mais presque un peu inconsciente. Et moi, je sais que la cuisine m'inspire beaucoup. J'adore manger et ma mère cuisinait très bien, cuisine d'ailleurs toujours très bien. Et quand on était petite, elle cuisinait très épicée. Je me souviens quand on allait en Angleterre pour nos fameux voyages pour essayer d'apprendre l'anglais. Et elle nous faisait ramener des currys. Tu vois, à l'époque, quand j'étais gamine, je ne mangeais pas trop asiatique, ni le curry, c'était pas très branché à Grasse, tu vois. Et j'ai gardé d'ailleurs cette espèce de curiosité. J'adore manger. Je voyage pas mal. J'essaye de faire au moins un voyage par an, un peu lointain, avec mes enfants, parce que je me suis dit, bon, les enfants grandissent vite, il faut les garder un petit peu et leur apporter d'ailleurs toute cette curiosité, de l'ouverture sur le monde. Et en voyageant, tu découvres plein de choses, que ce soit dans les fruits, dans les épices, en te baladant. C'est très enrichissant. Même si nous, on est déjà très nourris par les sociétés de parfums, hein, les laboratoires, mais quand même, il n'y a rien de tel que d'aller aller se balader. Et sinon, c'est vrai que, tu vois, il m'est arrivé de sentir des gens dans la rue, je sentais une odeur carrément envoûtante que je n'étais pas capable de reconnaître. Moi, je vais demander, hein, j'arrête les personnes. Alors, les gens sont souvent choqués, parce que, je sais pas, on doit rentrer un peu dans leur intimité. J'ai même été surprise de voir des gens qui ne savaient même pas ce qu'ils portaient. Alors ça m'a bluffée. Alors, en fait, tu sais, les gens... C'était des hommes, rassure-moi. Non, c'était des femmes. Parce que souvent, ça a été plus des notes féminines que j'ai trouvées vraiment... souvent, c'est des notes boisées, des chypres. Et portées, comme c'est très différent du marché. D'abord, le marché est tellement inondé de parfums on ne peut pas tout retenir. Hein. Moi, ma grande peur, c'est quand je vais dans une soirée et que je ne connais pas les gens. Alors évidemment, quand tu dis que tu es parfumeur, tout le monde te saute dessus en te disant moi, j'aurais bien aimé être parfumeur aussi. Moi, je crois que j'ai un très très bon nez. Ou alors, tu as ceux qui te disent mais comment vous faites? C'est extraordinaire. Et là, qu'est-ce que je porte? Alors là, c'est le grand moment de solitude. Et tu te dis, punaise, si je me rate, je passe pour tu vois, un imposteur. Et en fait, je dis toujours, attendez, il y a 2500 lancements par an. Donc, c'est c'est vraiment un de ceux qui ont une telle personnalité que tu ne peux pas te tromper. Soit si c'est le énième, tu vois, tu te dis, bon, je ne me lance pas. Hein. Et... donc ça, voilà, ça fait partie des choses qui sont inspirantes. Sinon, les odeurs que je déteste, c'est par exemple la cigarette. Je suis anti-cigarette, je déteste l'odeur de la cigarette. Je trouve que c'est épouvantable. Dans toutes ces formes, ou le tabac froid, ou c'est le tabac frais, ou c'est la combustion, est-ce que tu sais pourquoi tu détestes cette odeur? En fait, j'aime bien l'odeur du tabac qui n'est pas fumé, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui fume un cigare, ça me dérange moins. Alors, mon père fumait le cigare, c'est peut-être à cause de ça, ou grâce à ça. Mais au moins, je trouve que dans le cigare, il y a l'odeur du tabac. Alors que la cigarette, je trouve qu'on est envahi par... D'abord, parce que souvent, les fumeurs de cigarettes dans une soirée ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'il y en a un qui arrête, il s'auto-stimule, tu vois. Et moi, ça me rend malade, ça me fait pleurer les yeux, ça me bouche le nez. Sinon, qu'est-ce que j'aime pas, tu vois, c'est quand je rentre dans l'immeuble et que ça sent le chou-fleur. Ça, c'est épouvantable, tu vois, des odeurs de soupe. Ma grand-mère, de temps en temps, elle faisait, tu sais, à l'époque, elle faisait des espèces de soupe avec du viandox, c'était épouvantable. En fait, en étant parfumeur, tu t'habitues à beaucoup, beaucoup d'odeurs et en fait, tu t'aperçois que tu en as peu que tu n'aimes pas. Tu trouves toujours un élément intéressant dans l'odeur qui peut te parler et éventuellement te faire dire que en l'utilisant peut-être différemment, en lui donnant un côté plus vert, un côté plus je ne sais quoi, tu pourrais la transformer et la rendre bonne? Oui. En fait, c'est marrant que tu me dises ça parce que je me suis aperçue que, par exemple, tu vois, en parfum, j'aime pas, il y a des notes où je me sens pas très à l'aise et du coup, je prends le contre-pied. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, les notes amandes, j'ai un peu de mal, je trouve que... Alors, pour le coup, ça me rappelle ma mère qui mettait du kirsch Fantasy, qui est une espèce de truc épouvantable, parfumé à l'amande.
puisque la note cerise, c'est traité avec des notes amandes. Et elle mettait ça dans la salade de fruits. Je trouvais que ça dénaturait. C'était vraiment pas bon, ça, pour le coup, elle qui était une bonne cuisinière. Et du coup, quand j'ai du mal à traiter les notes amandes, et j'ai pris le contre-pied en les traitant de façon très fraîche, de façon à ce que ce soit, tu vois, que ça respire, qu'on n'ait pas tout le côté très collant de l'amande. On avait à l'époque, tu sais, les petits pots Cléopatra, là. J'avais même les copines qui en mangeaient. Et je détestais cette odeur. Donc tu vois, sur des matières premières comme ça, ou sur des odeurs où je suis moins à l'aise, je prends le contre-pied. Je passe par la fraîcheur souvent, pour que ce soit plus acceptable, même pour moi. Tu vois, des fois je dis, oh là là, cette odeur, ça tape au foie. Tu nous as parlé des odeurs qui t'inspiraient, des odeurs qui te révulsaient un peu plus. Et est-ce qu'il y a des odeurs qui te résistent, que tu as essayé de rendre en parfum et sur lesquelles tu continues de travailler ou qui t'apportent beaucoup de travail? Je suis beaucoup plus à l'aise sur tout ce qui est floral. Alors, est-ce que c'est parce que justement j'ai baigné là-dedans et que je me sens florale, fruitée? Je crois que j'étais un des premiers parfumeurs à travailler beaucoup les notes fruitées, à regarder ce que faisaient les aromaticiens, qui travaillaient beaucoup plus les notes fruitées que nous en tant que parfumeurs, parce que quand j'ai commencé à la parfumerie, on était dans cette parfumerie très moderne, mais abstraite. Et j'ai commencé à travailler des notes assez figuratives, tu vois, que ce soit en fleuri ou que ce soit en fruité. Et ça m'a toujours beaucoup plu de chercher, d'ailleurs de faire mes propres accords, tu vois, un accord mangue, un accord pomme, très ciselé dans ma formule. J'utilise pas, tu vois, une base mangue ou pomme que je colle dans ma formule. J'aime bien la reconstituer. Il faut peut-être expliquer un peu, là je vois que tu emploies du jargon typiquement parfumeur, accord, base. Explique-nous en 2 mots ce que veut dire un accord et une base. La parfumerie, donc les molécules ou les matières premières, on les appelle des notes. C'est le même jargon que la musique. Un accord, par exemple, on peut faire un accord rose, on reconstitue l'odeur de la rose, mais avec plusieurs matières premières. Parce que dans la nature, une essence de rose ou un absolu de rose est constitué lui-même, une essence naturelle est composée de centaines de molécules de synthèse. C'est ce que pas tout le monde sait, et c'est pour ça qu'on fait haro sur le baudet en parlant de synthèse, mais on est fait de chimie nous-mêmes, on est fait de plein de molécules, et les matières premières de parfumerie aussi. Donc, par exemple, on ne distille pas et on n'extrait pas tout. Par exemple, les fruits, on a très peu de fruits dans notre palette en naturel. On a le cassis, pratiquement toutes les notes fruitées sont reconstituées par les notes de synthèse. D'accord ? Comme les aromaticiens d'ailleurs. Et du coup, il faut savoir les reconstituer. Et il faut savoir créer ce qu'on appelle un petit accord. Alors, cet accord, on appelle ça nous aussi une base, c'est-à-dire c'est une petite formule, une formule qui reconstitue avec différentes molécules, et des fois on peut mettre aussi des naturels au milieu, par exemple une base mangue ou une base noix de coco, et on les greffe dans notre formule. Aussi, on peut mettre une facette mangue ou une facette coco. Alors justement, pour terminer avec les notes de fond, j'ai choisi Murmure. Tu peux nous parler de ce parfum, Murmure? J'adore ce nom, Murmure. Et c'est rigolo que vous l'ayez appelé Murmure parce que je crois que c'est un des premiers parfums quand j'étais toute jeune. J'avais travaillé des notes musquées et je l'avais appelé Murmure parce que le musc, c'est un peu ça, c'est tout en douceur. Alors, je vais te faire un tout petit cours sur les muscs. Quand j'ai commencé la parfumerie, on avait des muscs d'origine naturelle et animale qui venaient. C'était le musc tonquin, qui était un petit bouquetin. Et on tuait les animaux, donc on a arrêté d'utiliser ces matières d'origine animale. Et ça, je suis plutôt contente. Même s'il paraît que, par exemple, le castoreum qui vient du castor, au Canada, ils étaient très très contents de se débarrasser des castors qui bouffaient tout, je crois. Mais bon, maintenant, on a interdiction d'utiliser ces matières premières d'origine animale et je trouve ça bien.
Et on a dans notre palette des muscs que nous donne la chimie, des muscs de synthèse. Et ce sont des matières premières qui sont très très douces, très blanches, très cotonneuses, qu'on pourrait associer, on les associe souvent aux notes bébé, parce que ça sent un peu le bébé propre, mais souvent le linge propre, parce que ce sont les molécules qui résistent le mieux au lavage et au séchage. Et donc, dans les détergents ou dans les assouplisseurs, on en met beaucoup, on en utilise beaucoup. Et du coup, c'est ce qui reste sur tes vêtements. Tu sais, quand tu as lavé un vêtement, quand il sèche, quand on dit ça sent le linge propre, eh ben, ce sont souvent les muscs. Donc, ça a un côté très rassurant, très blanc, très propre, très enveloppant et surtout très rémanent. Donc, ce sont des notes de fond qui vont rester très longtemps sur un vêtement, nous, sur la mouillette, mais qui vont être ce qu'on appelle long lasting. Voilà. Et notre murmure, eh bien, c'est un musc. C'est un mélange de musc. Et comme on en parlait avec Agnès voulait un musc un petit peu plus raffiné. J'ai utilisé de l'ambrette, de l'essence de graines d'ambrette, qui apporte un côté légèrement irisé, qui donne une espèce de structure un petit peu plus verticale, qui apporte beaucoup de richesse et je trouve, de classe et d'élégance au musc. Et du coup, pour boucler la boucle, puisque tu as commencé par nous parler de chant, moi je voulais savoir, parce qu'un parfumeur pour moi est aussi, alors on a parlé de tes inspirations, pour moi un parfumeur a une dose créative très importante et se situe entre l'artiste et l'alchimiste. Est-ce que tu as des livres, des œuvres d'art, des films, des musiques qui t'inspirent et que tu aimerais partager avec nous? Il y a, en musique, tu sais que je chante, donc au début j'étais plus inspirée par le symphonique puisque j'écoutais de la musique via la danse. Et c'est vrai que le lyrique, ça s'écoute, tu vois, ça... Maintenant, je peux entendre ça comme si j'écoutais n'importe quelle musique facile, mais c'est vrai que je peux comprendre que quelqu'un qui ne connaît pas le lyrique soit presque dérangé, puisque c'est quand même, on pousse la voix, on chante sans micro, donc on utilise toutes les résonances de notre corps, et il y en a même qui se demandent si on crie pas, tu vois. Donc moi, en musique, j'ai un peu de mal avec la musique contemporaine, mais sinon j'adore toute la musique classique, j'adore beaucoup les Italiens, que ce soit Bellini, que ce soit Verdi, Puccini, et je chante dessus, tu vois, quand je mets un disque. Je suis contente, tu vois, maintenant je prends plus la voiture, mais quand je suis dans ma voiture, je lance toute la voix. Merci beaucoup, Karine. Très chères auditrices et auditeurs, merci d'avoir écouté ce tout premier épisode de notre podcast à fleur de nez. Alors pour notre prochain rendez-vous, nous parlerons d'amour, d'histoire et de parfum avec une grande spécialiste, mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, critiques et idées. À très vite sur notre podcast à fleur de nez. Merci.